Bienvenue à ce premier numéro. Nous sommes le 1er décembre en direct de Kinshasa, en direct de Gbadolité à Yakoma précisément. Mesdames et messieurs, l'actualité, nous recevons une femme. Elle est professeure de son état, professeure Pascaline Pindi. Avec elle, nous allons parler de la femme, sur l'apport de la femme dans plusieurs domaines. On ne parle pas seulement de la femme au mois de la femme. Non, 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 non. Il y a plusieurs questions de débattre sur la femme, sur l'évaluation de la femme dans le domaine éducationnel, dans le domaine professionnel, dans plusieurs domaines. Et voilà, c'est avec elle, nous allons essayer un peu de débattre par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame Pascaline, vous êtes professeure, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je me porte très bien, merci. Dites-nous un peu, vous êtes professeur, vous dispensez quel genre de cours? Et moi, donc, je suis docteur en sciences de l'éducation et comme spécialisation, je suis spécialiste en gestion de l'éducation. Donc, c'est dans ces domaines-là que j'évolue et c'est des cours liés à la gestion éducative que je dispense. Vous êtes une femme, jeune femme, vous avez eu l'ambition de devenir professeur. Lorsque vous avez eu cette idée de franchir le doctorat, c'était quoi? En fait, bon, moi j'ai eu quand même la chance d'échelonner. Hein. Donc j'ai fait la pédagogie et j'ai échelonné progressivement jusqu'à l'enseignement supérieur universitaire. Donc, je n'ai pas seulement eu le désir de faire le doctorat, non. C'est le parcours qui m'a emmené vers le doctorat. Et voilà, je l'ai fait et donc, je suis devenue enseignante d'université. Et lorsque je suis rentrée ici au Congo, c'est alors que je suis devenue professeure ici au Congo. Et vous étiez où? Moi, j'ai évolué en Amérique du Nord et très particulièrement au Mexique. Particulièrement au Mexique, comment vous trouvez les femmes de Mexique et les femmes congolaises, disons, et les femmes d'Afrique? Est-ce que les mêmes niveaux, elles ont-elles cette envie, cette ambition de beaucoup étudier, de beaucoup apprendre? Bien, j'estime que généralement c'est difficile de comparer deux contextes très différents. Hein. C'est très difficile, mais ce que je retiens, c'est que la femme est femme ici et partout où nous sommes passés. Et la femme en soi est vouée à l'émulation, à faire mieux, à devenir la meilleure version d'elle-même. Mais bon, les concours des circonstances, les contextes peuvent être déterminants pour qu'elle s'épanouisse comme elle le voudrait. Donc, je pense que c'est là la nuance, où c'est ce qui marquerait la différence entre la femme d'ailleurs et la femme ici au Congo. Pour ne pas parler d'Afrique, parce que la femme africaine, elle est une, mais en même temps, elle est multiple. Donc, ce ne sont pas les mêmes réalités. Que vous dites souvent le mois de mars? Ça vous rappelle quoi? Ça signifie quoi pour vous le mois de mars? Sans verser dans une sorte de controverse, pour moi, le mois de mars, c'est un mois comme tous les autres, un mois de l'année. Mais je retiens que c'est pendant ce mois-là, précisément le 8 mars, que l'on célèbre la journée internationale de la défense des droits des femmes. Donc c'est une journée symbolique, mais le mois reste un mois comme tous les autres. Et moi, comme tous les autres, nous voyons les femmes en ébullition, les états-majors des femmes en ébullition, les associations, c'est manifeste, il y a des ateliers. Est-ce que si on vous dit de faire l'évaluation de la femme congolaise, est-ce qu'elle a évolué, elle a reculé, c'est comment? Bon, je pense que c'est pas le mois de mars qui change la femme. La femme change parce qu'il y a une mentalité qui se crée progressivement et qui la pousse à l'autonomisation, à l'émancipation, etc. Donc c'est pas vraiment le mois en soi, ça pourrait être aussi le mois de décembre par exemple, donc c'est pas lié au mois. Mais bon, aujourd'hui on peut dire que nous sommes en train de noter
évolution positive chez la femme, surtout la femme congolaise que nous sommes. Une évolution positive. Parle un peu de l'apport de la femme dans le domaine éducationnel. Qu'est-ce que la femme a pu apporter dans l'éducation? Mais la femme, c'est le noyau, la clé de l'éducation. Parce qu'elle-même comprend qu'elle est la clé de l'éducation d'une nation, d'une famille. C'est une très bonne question. Est-ce que la femme elle-même, elle est éduquée à s'assumer comme clé de l'éducation? Là, c'est une autre question. Mais de par sa nature et de par les prérogatives qui lui sont attribuées, hein, disons-les sociétalement ou par convention sociétale, la femme, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui apprend les premiers pas à l'enfant et c'est elle qui reste à côté de l'enfant pour que l'enfant devienne l'homme ou la femme dans l'avenir. Donc ce rôle-là, c'est un rôle que l'homme ne sait pas remplir, ne sait pas faire, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous disons que la femme est la clé de l'éducation. Mais lorsque cette femme-là entre dans le système éducatif formel, mais elle est merveilleuse, elle fait des merveilles parce qu'elle a déjà une charge naturelle d'éducatrice en elle. À cela, elle ajoute l'aspect professionnel et donc elle est naturellement, pour moi donc, vouée à mieux faire, à bien éduquer les personnes qui sont en face d'elle. Et vous êtes professeur. Je fus étudiante, mais on a constaté plus que les femmes qui étaient habilitées ou encore des femmes professeurs, chefs des travaux, assistantes, étaient plus dures que les hommes. Mais pourquoi? Comme on a toujours dit que Ndokia moi sans la kamabe makasi. Oh ben non, ça n'a rien à voir avec la dureté. La femme, puisqu'elle est éducatrice, elle a aussi la rigueur avec elle. Elle sait que... Souvenez-vous d'une histoire, sans pourtant vous interrompre, vous allez répondre. L'histoire d'une femme professeure, c'est dans les années, je crois, 1900. Son mari était son étudiant. Et elle a eu même, son mari avait l'échec, je crois, un échec léger, mais elle s'est imposée pour que son mari reprenne l'année académique. Et cela avait même entraîné le divorce. Pourquoi cette dureté-là? Mais ça ne devrait pas, parce que l'homme ne pouvait que apprendre, n'est-ce pas, et faire preuve de ses connaissances. Ce n'est pas parce que mon épouse est là que, bon, on m'attribue des points de cote et je passe de classe ou je termine mes études. Non, non, non. La femme, elle est rigoureuse, elle est exigeante parce que c'est ça son rôle, ce que je disais tantôt. C'est lié à sa nature. Elle veut que la personne qui est devant elle devienne la meilleure version d'elle-même. Et on ne peut pas éduquer quelqu'un dans la légèreté. La légèreté tue, la légèreté détruit. Pour inculquer les valeurs, etc., il faut de la rigueur, il faut de l'exigence. C'est pour ça que une éducatrice femme, hein, une éducatrice donc, elle a ces caractéristiques-là. Mais ça n'a rien à voir avec Ndoki Koliana, Ndoki Amwasi, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est un constat. Même lorsque nous voyons auprès, même dans la police, dans l'armée, dans la magistrature, lorsque vous êtes en face d'une femme, elles sont trop dures. Elles ne sont pas trop dures. C'est un complexe dures. Ou quoi? Non, non, ce n'est pas de la dureté. Elles suivent la norme, elles veulent le bien. Je vous dis que ce qui tue, c'est la légèreté. Ce n'est pas souffrir d'une certaine complexe. Ben non, il n'y a pas de complexe. La nature, elle est ce qu'elle est. Elle nous a fait telle qu'elle nous a faite. Donc, nous, on est là, on est des femmes, on fait ce que l'on doit faire et on avance. Travailler avec les êtres humains, c'est pas comme travailler avec des choses. Il faut vraiment une bonne dose de rigueur, une bonne dose d'exigence, comme je le disais tantôt, pour que la personne devienne la meilleure version d'elle-même. Et sur ces points, je pense qu'il n'y a pas de négociation. Sinon, que deviendra la société? Vous voyez la légèreté, où est-ce qu'elle nous entraîne? Bon, je peux jeter des ordures ici, c'est pas grave. Je peux faire ceci, c'est pas grave. C'est le fruit de la légèreté.
Alors si nous voulons redresser tout ça, on met en place un système rigoureux, exigeant, et vous allez voir. Et mieux que les femmes, c'est très difficile. Dans le domaine de l'éducation, restons toujours encore. Pourquoi jusque-là, il y a moins de doyennes dans les facultés, il y a moins de recteurs femmes? Pourquoi? Je le disais tout au début que les contextes est déterminant. Moi, là où j'ai évolué, il y a beaucoup de femmes dans l'éducation supérieure. Il y a beaucoup de femmes, c'est naturel, ça ne se questionne pas. L'égalité des droits, hein. Donc la femme peut étudier, peut aller jusqu'à où elle veut. Mais notre contexte ici, les femmes, c'est maintenant que les femmes sont en train d'entrer. Donc le domaine là, hein, surtout d'être professeur d'université, c'était un domaine vraiment réservé aux hommes. C'est maintenant qu'il y a plus de femmes. Je vous dis, je pense que on n'est pas plus de 200 femmes professeurs ici en RDC, et ça fait poser question. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez aussi une association des femmes professeurs? Oui, nous nous réunissons au sein du cercle Sophie Kanza, qui est une association des femmes professeurs de toute la RDC. Et comment vous trouvez le système politique dont la femme se trouve plus? Voilà, c'est presque la même réalité. La politique était réservée aux hommes. Mais actuellement, les femmes se sont éveillées. Voilà. Les femmes se sont plus activées dans le domaine politique. Voilà. Et il faut continuer, mais il faut continuer dans la droiture, avec toute rigueur et dans l'exigence. C'est ce qui fera de nous des très bonnes dirigeantes pour ce pays qui s'émeurt à cause de beaucoup d'antivaleurs, à cause de beaucoup de légèreté. Et si on vous disait d'essayer un peu de juger la gestion d'une femme comme vous, Judith Suminho, la première ministre? Bien, d'abord il faudrait commencer par parler du contexte actuel. Moi je vois une femme qui succède à plusieurs hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait, en bien, en mal. Et le contexte actuel est tellement délicat et tellement difficile que moi, je la trouve battante. Elle se bat, elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais je vois aussi qu'elle est limitée, hein, à un certain niveau, puisqu'il y a des contraintes politiques de notre pays, beaucoup de pesanteurs, la géopolitique, ceci, cela, qui ne l'aident pas à mon sens. Hein. Je le vois de l'extérieur, je ne suis pas active dans cette question. Donc je sens qu'elle peut mieux faire si on met de côté toutes les pesanteurs partisanes qui ne la laisse pas vraiment libre dans Mais une certaine opinion actions. dit que on ne sent pas vraiment la bonne gestion de la chose publique, on ne sent pas parce que c'est elle qui est le chef du gouvernement, elle est la chef du gouvernement. On ne sent pas cette pragmatisme-là de la vision du chef de l'État. C'est elle qui devait en principe l'incarner. Oui, la gestion, moi je le dis à qui veut l'entendre, est une science, n'est-ce pas? Mais dans notre pays, moi je constate que la pesanteur politique prime sur la gestion. Donc avant de décider sur telle ou telle autre chose, il faut regarder à gauche, à droite pour ne pas léser X, Y. Et c'est ce qui alourdit, n'est-ce pas, la gestion de la première ministre, à mon sens. C'est ce que j'arrive à percevoir comme ça de loin. Mais je vois en elle une femme qui a beaucoup d'atouts et qui peut travailler. Hein? Et qu'en dites-vous de la promotion, le phénomène promotion canapé? Promotion canapé? Oui. C'est quoi ça? Je connais pas. Avant de briguer un poste, vous devez passer avec une autorité. Ah ben non, absolument pas. Impossible, ça ne peut pas se faire. Toute femme qui vit ce type de situation devrait le dénoncer. Je sais qu'il y a beaucoup de harcèlement. Je sais que ce n'est pas évident. Hein. Les professions ici sont très masculinisées. Alors quand une femme essaye d'entrer, c'est pas évident. Mais il faudrait que nous, femmes, nous soyons consciencieuses, que nous sachions qui nous sommes, que nous nous respections pour que les autres nous respectent. Donc pas de complexe, je suis femme, je suis moins que les hommes, non.
les atouts, l'intelligence par exemple, le savoir-faire, etc. C'est des choses que nous recevons. Les chrétiens diront des dieux et selon les croyances de chacun, nous les développons par nos études, nos préparations professionnelles, etc. Donc, ce n'est pas parce que je suis femme que je dois passer par le canapé. Non, il est hors de question que ces pratiques s'installent dans notre pays et dont je profite de votre micro pour interpeller les femmes comme moi. Vous avez vos atouts, mettez-les en avant pour que l'on vous respecte. Faites bien ce que vous devez faire et vous verrez le respect. Mais des fois aussi, il y a certaines femmes qui s'adonnent elles-mêmes. Hein, c'est malheureux, c'est malheureux. Parce qu'elle veut un poste, parce qu'elle veut obtenir une situation, elle s'adonne, elle s'expose par des habillements indécents. Ça c'est... Moi, je vois pas une femme comme moi. Et lorsqu'un homme voit ça, vous savez, de nature, les hommes sont des personnes faibles. C'est bien malheureux, c'est des anti-valeurs, moi je les appelle comme ça. Il faudrait, moi si je suis homme, une femme vient me faire des avances comme ça pour ses ambitions personnelles, je l'écarte tout simplement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne m'apporte rien de positif. Une femme qui se connaît, qui a des atouts comme je le dis, ne s'offre pas. Moi je ne me vois pas m'offrir à qui que ce soit. Quand dans mon domaine, je sais faire. Et il n'y a pas débat. Donc, il faudrait que l'homme qui est mon interlocuteur en face respecte mon savoir-faire comme tel. Donc, nous, femmes, prenons conscience de qui nous sommes, faisons bien ce que nous devons faire. Et les autres, les hommes, nos frères, les hommes, nos pères, pourront nous respecter et reconnaîtront nos capacités. Je sais que c'est difficile dans notre contexte, mais... allons-y, quoi. Faisons le bien et ça viendra. Et qu'en dites-vous aux femmes qui sont utilisées au profit des hommes, au profit des politiques? On utilise une femme, aller séduire quelqu'un, son adversaire politique, elle donne son corps et puis elle est payée. La misère. Le contexte congolais est marqué par la misère. Alors, dans toute occasion, pour avoir 1 franc, 2 francs... Pas seulement la misère, vous vous souvenez, une fois, c'était au Rwanda, j'ai oublié un peu ce qui s'était passé, mais du moins, je retiens la parole entre Kagame ou bien Bizimungu, l'ancien président qui avait dit aux Congolais, je vous aurai. Chez moi, j'ai des très belles femmes. Et lorsque vous serez séduits, et c'est par là que je vous aurai. Il y a des femmes qui sont utilisées, pas seulement par la misère, mais elles ont pris ça comme profession, aller séduire un homme au profit d'un adversaire politique. Ceci a toujours existé, non, de tout le temps. Mais je dis que le monde a évolué. La femme a plusieurs opportunités de se former pour parvenir à décider sur ce qu'elle peut ou n'est pas faire. Elle a plusieurs opportunités pour cultiver une certaine conscience, la bonne d'ailleurs. Donc la femme aujourd'hui n'est plus la femme d'hier qui était malmenée, qui était guidée. La femme d'aujourd'hui peut réfléchir. Et nous femmes, qui sommes capables de réfléchir, de comprendre les enjeux, etc. de la vie actuelle, nous devons, nous, devenir des éducatrices pour nos sœurs, pour nos enfants, même pour nos mères, afin qu'elles puissent revenir sur le droit chemin. C'est ce que je pense, moi. Et quel est l'apport de la femme sur le plan social et économique? Comment voilà. vous trouvez l'apport de la femme? Le Congo vit en grande partie, moi je le dis parce que je le vis chaque jour, grâce à la femme. N'eût été la bravoure de la femme congolaise, je ne sais pas ce que seraient nos familles, n'est-ce pas? Donc la femme a pris le lead, comme on dit. C'est elle qui va à la sauvette, si vous voulez. C'est elle qui prend telle ou telle autre initiative pour faire vivre la famille. Déjà que je pense que je ne suis pas économiste, mais la grande partie de notre économie repose sur l'économie informelle et c'est la femme qui est dans cette économie-là. C'est elle qui tient cette économie-là. Donc si la femme congolaise croise les bras, je ne sais pas ce qui arriverait, moi.
Mais on ne sent pas cet apport des femmes qui sont élevées par rapport à ces femmes-là. Parce que chaque 4 heures, quand vous vous réveillez, il y a des femmes qui courent derrière les boulangeries, qui courent derrière les libongos pour acheter de manioc, de maïs, des épices. Mais on ne sent pas cet apport-là des femmes qui sont élevées en dignité pour soutenir. Il y a des femmes maraîchères qui nourrissent les Congolais au jour le jour, mais on ne les soutient pas par les femmes qui sont élevées. Bon, je ne connais pas le cas par cas, mais j'ai vu quand même des actions ici et là. Je connais des regroupements de femmes. Il y a des regroupements de femmes, mais ces femmes-là peut-être sont soutenues d'une manière, comment je veux dire, d'une manière profiteuse par des politiques lors des propagandes, vous voyez, par leurs fins politiques. Mais voir des femmes qui sont élevées en dignité, femmes ministres, ou ministre de genre, ministre, premier ministre, aller soutenir, aller vers ces femmes-là, on ne voit pas ça. Je ne sais pas, c'est à elle de répondre. Moi, je parle de mon cas, je suis quand même femme professeure dans mon domaine. Ce que j'ai fait, c'est aider les jeunes femmes pour qu'elles deviennent comme moi. À monter. Oui, à monter. Et je pense que c'est cela. Travailler pour l'autonomisation de la femme dans mon domaine. Alors donc, il serait bien que chaque femme le fasse dans son domaine. Comment vous définissez ça? Travailler pour l'autonomisation de la femme dans votre domaine. Comment vous définissez ça? Mais oui. Une étudiante qui arrive à l'université, qui n'a pas d'ambition, mais qui va faire l'université parce qu'il faut le faire. Moi, je la conscientise, je la tiens par la main, presque littéralement, et je la pousse. Je suis ses travaux, je suis son parcours, et elle évolue. Et il y en a, par exemple, bon, en passant, je dis que je travaille à l'école doctorale de l'ISP Gombe, donc où j'encourage les femmes, j'accompagne les femmes, afin qu'elles aussi, elles puissent devenir comme moi ou plus. Et c'est de cette façon-là qu'elles peuvent devenir autonomes dans leur vie. Et je pense que si chacune de nous le faisait, bon, on évoluerait davantage. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de doctorants femmes aussi actuellement? Il y en a beaucoup. Je ne connais pas toutes les institutions d'éducation supérieure ici en RDC. Chez vous là-bas, l'ISP, Chez nous, il y en a. Nous continuons à sensibiliser les femmes. Elles s'inscrivent et elles ont compris qu'elles ont un rôle très important à jouer dans la société et surtout dans le système éducatif. Donc elles sont là, elles sont en train d'avancer. Là, vous allez voir, il y en a des plus jeunes aux plus âgés. Et c'est vraiment encourageant, c'est très intéressant de voir que de plus en plus, la femme ne se contente plus de rester au bas niveau, mais elle veut émerger. C'est très intéressant. J'aimerais que nous parlions un peu, vous êtes mère, femme, élite, sur la gratuité de l'enseignement. Comment vous avez accueilli ça? Bien. La Constitution les stipule avec clarté que l'enseignement est un droit pour tous. Et je pense que c'est bien que le gouvernement actuel ait décidé d'octroyer ce droit à nos enfants congolais, n'est-ce pas? Moi, comme scientifique, ma question se pose au niveau de la faisabilité de cette gratuité-là. Alors, je me demande, dans une classe de 100 élèves avec un seul enseignant, comment ça peut se passer? Comment garantir hors les normes de l'UNESCO? Voilà, le processus enseignement-apprentissage dans ces contextes-là. Alors, c'est là où je demanderais peut-être que l'on revoie un peu le fonctionnement de cette gratuité. La gratuité devrait nous aider à élever les niveaux éducatifs de nos enfants et pas le contraire. C'est à ce point-là que moi je trouve un hic, mais la gratuité, c'est une très bonne initiative, c'est un droit inaliénable et je pense que c'est l'obligation du gouvernement d'accorder la gratuité à tous nos enfants. La gratuité, c'est bien de l'accorder à tous nos enfants, mais est-ce que ce n'était pas fait d'une manière précipitée? Parce qu'il y a des échelons à suivre.
euh, on doit mécaniser des nouvelles unités, les problèmes des infrastructures qui posent problème. Un enseignant qui touchait peut-être $600, on ramène son salaire à 250, cependant que, à ce que je sache, le salaire ne se rabaisse pas, mais le salaire augmente. Et d'ailleurs, le salaire est un droit est un acquis. Vous voyez quand même, il y a eu des l'imbroglio dans ce système-là. Ce n'était pas de la va-vite. Bon, je ne suis pas dans ces systèmes-là. Je ne prends pas de décisions. Moi, si on demandait mon avis aujourd'hui, ou si on avait demandé mon avis, hein, en ce moment-là, j'allais conseiller que l'on passe par le pilotage, n'est-ce pas? Je pense que c'est comme ça que fonctionne la science. On met en place une stratégie, on la pilote pour voir les forces, les faiblesses, etc. On l'améliore et puis on généralise. Mais bon, moi j'ai vu qu'on a décidé qu'il y aurait gratuité et voilà, la gratuité est devenue une réalité chez nous. Donc il n'est pas trop tard pour mieux faire. Moi, ce que j'ai plaint chez nous ici, c'est le fait que les politiques interviennent trop sur cette question éducative. Pourtant, l'avenir de notre pays en dépend. Alors donc, quand les pesanteurs politiques interviennent, on note une légèreté dans l'application de choses. Et c'est ce qui fait que on est la gratuité, mais on est conscient, même si on ne le dit pas tout haut, du fait que l'applicabilité de cette gratuité pose de sérieux problèmes dans la société. Donc il faudrait revoir un peu cette façon de faire. Selon vous, quel est le profil d'un ministre de l'enseignement? De l'enseignement supérieur ou de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement secondaire et primaire. Quel est le profil? Est-ce qu'on doit toujours tenir compte de la culture managériale ou comment vous trouvez? C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, n'est-ce pas? Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Qui est ministre? Seulement un politicien? Non, n'est-ce pas? Il faut un profil bien déterminé. Je vais diriger un grand ministère comme celui de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Je dois connaître le rouage de tout ça, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a des profils idoines pour ça. Je vois cette fois-ci que, par exemple, la ministre, elle est professeure. C'est déjà très bon, n'est-ce pas? Au lieu de... Encore une fois, la politique. C'est la politique qui prime toujours. Ben voilà, c'est des postes politiques, n'est-ce pas? Alors donc, il y a des ministères, ils se le partagent selon leur quota, et voilà. Pourtant, si on misait un tout petit peu sur la technocratie, hein, sur le savoir-faire, sur les expériences professionnelles de chacun, je pense que ça changerait un peu. Ça changerait un peu. Bon, le pays est en train de faire son chemin. Nous sommes avec le pays et je pense que le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Vous avez une idée sur une jeune dame qui venait de nous quitter? Elle était enseignante, Madame Elombe, Bonnette Elombe. Oui, je suivis. Comment vous aviez trouvé sa façon de faire les choses? Elle parlait souvent sur la méthode Elombe. Même quand je ne suis pas là, pensez, n'oubliez pas les méthodes Elombe. Elle faisait des élèves, des écoliers, ses amis. Elle jouait avec les élèves, elle dansait avec les élèves. Donc à tel point que un enfant refusait même de monter des classes. Refusait même d'aller en congé à cause d'elle. Comment vous avez trouvé sa méthode? Je pense que c'était une femme active, hein, n'est-ce pas? Elle aimait sa profession. Elle voulait aider les enfants à apprendre. Maintenant, lorsque nous parlons d'une méthode d'enseignement, nous sommes en train de parler de toute autre chose. Je n'ai pas lu sa méthode, je ne sais pas en quoi elle est constituée, donc j'ai du mal à émettre un avis.
Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux que c'était une jeune femme très active qui aimait sa profession. Et ça, je pense que c'est un exemple pour nous tous qui nous mettons devant les élèves, devant les étudiants. Il faut transmettre la passion, n'est-ce pas? Et le désir, il faut susciter le désir d'apprendre. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais la méthode, bon, qu'on vulgarise, s'il y en a, cette méthode est lombée, nous allons l'analyser et nous émettrons des avis si c'est une méthode adaptée à notre contexte. Parce que nous constatons même aujourd'hui, à certaines femmes, juste après sa mort, même avant même qu'elle meure, il y a eu certaines femmes aussi, enseignantes, éducatrices, qui commençaient à suivre ce qu'elle faisait. Avant la rentrée dans la salle des classes, elle essaie un peu de mouver les élèves et puis elle enseigne. Avant d'entrer, elle anime, elle danse avec les élèves et puis ils franchissent tous dans des salles de classe. C'est très bien. C'est là essayer quand même de déstresser les élèves avec la situation sociale actuelle que nous vivions. Un enfant peut venir de chez lui sans manger, avec des problèmes, vous voyez. Mais lorsque l'enfant danse avec sa maîtresse, déjà l'enfant reçoit cette joie-là de la part de sa maîtresse, de son éducatrice. Très bonne chose, je l'ai dit tantôt. Mais ce n'est pas cela une méthode éducative. Une méthode éducative va au-delà du simple fait de motiver les élèves. Quelles sont les procédures, les processus, quelles sont les techniques, les instruments, sur quelle théorie elle s'est basée, tout ça là, on ne sait pas avec l'ARTE, n'est-ce pas? L'acte éducatif n'est pas un acte, comment on dit, improvisé comme ça. J'aime danser, je suis, alors donc je fais et c'est ma méthode. Non. C'est quoi cette méthode-là? Lorsque nous lirons sur cette méthode, malheureusement, elle est décédée. Elle n'a pas eu peut-être le temps de vulgariser sa méthode. Et si ceux qui ont travaillé avec elle ou sa famille ont les traces de cette méthode, qu'elle la mette sur la place publique pour qu'elle reste science. Aujourd'hui, nous, RDC, nous ne pouvons pas continuer à improviser dans notre système éducatif parce que nous avons des objectifs. Nous voulons que le système s'améliore. Elle ne va pas s'améliorer avec de l'improvisation. Donc ça, il faut qu'on scientifise cette méthode-là. Mais on ne l'a pas encore lue, on ne l'a pas encore reçue de quelque part. On a vu la dame enthousiaste avec des atouts naturels pour apprivoiser les élèves, pour les mettre en confiance, à l'aise, et ça c'est vraiment très bien. Je voudrais revenir un peu en arrière. Le système syllabus acheté, le phénomène TP-HT, pourquoi ça? Parce que je sache, moi, la vente des syllabus a été prohibée il y a 2-3 ans de cela. La vente de TP continue dans certaines universités, institutions. Ça, je connais pas. Chez nous, à l'ISP, c'est pratique. Je pense qu'elles ne se font pas. Vous donnez des syllabus gratuitement aux étudiants? Un support, moi, dans mes cours, je donne les supports électroniques. Je ne sais pas les polycopier, faute de moyens, mais je donne électronique et je n'ai jamais demandé un seul franc à qui que ce soit. Donc, moi, je sais que c'est prohibé et je sais qu'il y a des sanctions qui accompagnent ces actions-là. Donc, je ne vois pas qui peut accepter de mettre sa carrière en jeu pour 2000, 3000 francs, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est prohibé. Est-ce que, parlons un peu de la gestion de la femme. La femme congolaise est facile à gérer? Ça dépend de ce que l'on met sous gérer. Qu'est-ce qu'on sous-entend par gérer? La femme, elle est femme, c'est un être humain. On peut travailler avec elle, on peut vivre avec elle, on peut tout faire avec elle. C'est un être humain, donc elle ne devrait pas poser problème. Est-ce que, parlons un peu du mariage. Le mariage est un objectif ou un idéal pour la femme? Ça, c'est... c'est une question tendancieuse.
Ici, chez nous, hein, encore en RDC, bon, les femmes rêvent le mariage, n'est-ce pas? Elles en font encore un objectif. Je suis mariée, je suis arrivée. Moi, je pense qu'en plein 21e siècle, en plein 3e millénaire, cela ne devrait pas l'être, n'est-ce pas? C'est bien de se marier, c'est bien de former une famille, mais ce n'est pas le but à atteindre dans sa vie. La vie, elle est faite de plusieurs choses, n'est-ce pas? De la même façon que on voudrait se marier, de la même façon, on voudrait échelonner dans sa profession, de la même façon. Je pense que le but ultime ce que la femme ou tout être humain devrait chercher, c'est d'abord la transcendance. Parce que la transcendance est liée à la réalisation de soi, n'est-ce pas, au bien-être personnel. Donc, j'atteins tel niveau, j'impacte la vie des autres, je me sens bien. Ben, le mariage, est-ce que c'est cela? C'est ça la transcendance d'une personne? Je ne sais pas, ça dépend. Ici, Ce n'est pas non plus un idéal. Un idéal par rapport à quoi? Il y a plusieurs idéaux. Alors, les chrétiens diront que l'idéal, c'est le paradis. Hein? Entrer au paradis que nous n'avons jamais vu, n'est-ce pas? Je sais pas, ça dépend. Vous n'êtes pas chrétien? C'est très difficile. Chrétienne? Oui. Mais donc, pour dire, n'est-ce pas, nous croyons parfois à des choses ou à des réalités ou différentes. Donc, le mariage, c'est très bien. C'est bien de se marier. C'est bien de former une famille et tout ça. Mais l'idéal pour moi, c'est la transcendance. Moi, je milite pour la transcendance. Quand je me réalise comme être humain, quand je sens que je suis en train d'accomplir les missions pour lesquelles je suis ici sur Terre, alors là, je suis satisfaite. Sinon, je sens que quelque chose manque. Comment trouvez-vous la gestion du ministère de Genre, Famille et Enfants? Est-ce qu'elle est en bon point? Ce ministère fait bien son travail, son apport dans la gestion des femmes, son apport sur l'émancipation de la femme. Comment vous trouvez ça? Certaines personnes disent qu'on ne sent pas ce ministère-là. On l'en sent peut-être seulement le mois de mars. Comment vous trouvez? Déjà, penser que le ministère de Genre, Enfants et Famille est lié à la femme, je pense que c'est pas très correct. Pourquoi ce ministère serait lié d'abord à la femme? Genre, c'est genre masculin ou genre féminin. Donc, il y a le gender. C'est tout le monde, n'est-ce pas? Donc, ce ministère ne doit pas travailler que pour les femmes ou avec les femmes. Ce ministère doit travailler avec tout le monde, n'est-ce pas? Maintenant, sur terrain, on ne le sent pas bien. Si tel est le cas, il faudrait que le ministre, la ministre, c'est une femme, j'imagine. Oui. Hein? Elle devrait... Ah, c'est Madame Ève Bazaïba. Non. C'est pas elle? C'est pas elle. Ah ben, je sais pas, je sais plus. Maintenant, qui est devenu ministre avec le changement. Alors donc, le ministre devrait fournir des efforts pour qu'elle en sente. Il faudrait pas qu'elle attende seulement le 8 mars, pour... C'est-à-dire que la promotion de la femme doit être une préoccupation quotidienne ici, dans notre contexte social. Hein? Parce que nous voulons autonomiser la femme, parce que nous pensons que la femme a un rôle très important à jouer en vue de l'amélioration des conditions de vie de notre société. D'ailleurs, il est scientifiquement prouvé qu'il y a plus de femmes que d'hommes, n'est-ce pas, dans le monde, en proportion. Alors donc, il faut miser sur la femme pour aller de l'avant. Hein? Il ne faut pas seulement attendre le mois de mars. Il faut travailler, accompagner la femme chaque jour pour qu'elle puisse s'autonomiser, pour qu'elle puisse d'abord se valoriser elle-même et après travailler pour les autres. Est-ce que le combat que mène la femme, ce combat peut être accompagné avec un homme? Ou encore c'est cet homme-là qui devient le bourreau de la femme? Moi,
Personnellement, je n'aime pas tenir un discours féministe, n'est-ce pas? Parce que même dans le féminisme, il y a des courants. Alors donc, j'évite. Moi, j'ai dit, au-delà du genre que nous reconnaissons, parce que c'est ce qui marque la différence et en même temps la complémentarité entre les deux genres, je pense que la femme n'a pas un combat à mener. Hein? Ce n'est pas une lutte. Ah bon? Oui, la femme doit se faire valoir tout simplement. Et comment on s'est fait valoir? Moi, je parle de ma propre expérience. J'ai travaillé ailleurs. Aujourd'hui, je suis ici dans mon pays. Je n'ai mené aucun combat pour être la femme que je suis. Je pense que dans mon entourage, les hommes qui sont avec moi, même s'ils ne le disent pas comme ça devant moi, mais à côté, ils le reconnaissent. Ils disent, ah, Madame Pascaline, c'est une femme capable, mais ce n'est pas un combat. Je ne le fais pas pour démontrer aux hommes que moi, femme, je suis capable. Non, je le fais parce que je suis tout simplement capable, je peux le faire. Vous voyez, je pense qu'il faudrait changer un peu cette perception-là. Alors la lutte, c'est la lutte pour tout le monde. L'homme aussi doit chercher à s'émuler, à s'émanciper par rapport aux réalités de notre contexte social. Et la femme ne restera pas en laisse. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que la femme doit lutter. On lutte pourquoi? Contre quoi? N'est-ce pas? Il faut se faire valoir. Il faut se faire valoir naturellement en se préparant et en mettant en valeur ce que nous avons de positif. Et aussi en les mettant à contribution. C'est ce qui parfois nous manque, nous femmes. Alors donc nous développons un complexe d'infériorité et nous pensons que non. Les hommes, ce sont nos frères, ce sont nos alters égaux. Donc nous devons apprendre à les voir comme tels et bannir en nous le complexe de supériorité, voir les hommes comme des êtres divins et les femmes comme des êtres inférieurs. Parce que jusqu'à présent, il y a certains hommes qui ont cette mentalité-là. C'est le machisme qui caractérise beaucoup de nos sociétés. Non, Mibali, c'est quoi? Mibali est un être humain comme Bassi, n'est-ce pas? Donc, le machisme, c'est cela. Mais peu à peu, progressivement, démontrons que nous sommes des êtres humains comme eux, avec toute notre charge féminine. Faisons-nous respecter, respectons-nous nous-mêmes, faisons-nous respecter et ça va aller. Et ça va aller. Parlons un peu sur la gestion de la ville de Kinshasa. Vous êtes une femme, une élite, comme je l'ai dit tantôt, une mère. Comment vous trouvez la gestion de la ville de Kinshasa? La gestion de la ville de Kinshasa est mitigieuse. Tout le monde se rend compte que la ville est de plus en plus très sale, très insalubre, très insalubre. Il n'y a pas de route. Dans nos maisons, il n'y a pas d'eau. Mais sur toutes les chaussées de la ville de Kinshasa, il y a des fuites d'eau partout. Je ne comprends absolument rien. Il n'y a pas d'électricité. Donc nous sommes en train de vivoter à Kinshasa et c'est malheureux. C'est notre ville. Je me rappelle, moi, quand j'étais toute petite, Kinshasa était très propre, très jolie, pleine de verdure un peu partout. Aujourd'hui, on tourne à gauche, c'est de la crasse. On tourne à droite, ça ne va pas. Des odeurs nauséabondes. On n'en parle même pas. C'est très compliqué, quoi. On voit des nids de poules partout, des petits nids de poules qui peuvent être arrangés à un claquement de doigts, mais qui restent des années et des années, comme si personne ne s'en apercevait. Quand vous allez à Kitambo sur l'OUA, je vous dis, ça fait des années que ce flaque d'eau ne fait que s'empirer. Chaque jour. C'est un réel problème. Nous ne pouvons pas dire que la gestion de la ville de Kinshasa est bonne. Désolé, mais nous ne pouvons pas le dire. La réalité nous le démontre. Ça ne va pas. La ville de Kinshasa est devenue invivable. Les embouteillages. Mais hier dimanche, j'étais au niveau de Gegema
avec ma famille pour arriver de l'autre côté là-bas de passer vers Delvaux. On a quitté, on était à GG-Mart, je pense, vers 16h30. On est arrivé à 22h. Il n'y avait pas de voie, on ne pouvait pas bouger. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? L'incivisme, tout le monde veut passer au même moment et ça bouge, personne ne veut faire marche arrière pour décanter la situation. Mais ça, c'est aussi le rôle de nos autorités, de nos dirigeants. Ils doivent nous aider, hein, ils doivent nous inculquer le respect, n'est-ce pas? Le respect des lois, etc. La ville est devenue très invivable. Selon vous, quel est le profil du gouverneur de la ville de Kinshasa? Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, Parce que Kinshasa est encore en chantier. Quel est le profil de ce gouverneur? Avant de parler du profil de... Moi, je continue à dénoncer le fait que les politiques étouffent la gestion de ces pays. Ils peuvent Tout est politisé. Tout est politisé. Tout, absolument tout. Il faut appartenir à tel parti pour être gouverneur. Ça se marchande. On a suivi, non? Dans les réseaux sociaux et pendant les élections, comment les choses se sont boutiquées. Et c'est pas possible. C'est notre pays. Aimons le pays. Je n'ai pas d'atout. Je n'accède pas à tel poste. Il y a des Congolais très bien formés. Il y a des Congolais capables, n'est-ce pas, de redorer l'image de cette ville. Ça ne va pas. La capitale d'un si grand pays comme la RDC. Mais non. Moi, parfois, quand je vois qu'il y a des visiteurs de haute gamme qui arrivent ici dans notre pays, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ils font de l'aéroport jusqu'au palais présidentiel? Émir de Qatar est arrivé ici, on a y abâché un endroit. C'est compliqué. Qui semblait être une décoration, que derrière là, c'était de la crasse. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait très mal parce que toutes nos autorités vont ailleurs. Ils se rendent compte de ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'ici, chez nous, ils n'arrivent pas à mieux faire? C'est la question que je me pose tout le temps. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un endurcissement de cœur? C'est quoi? Je ne sais pas. Dernièrement, ici, il y a un grand débat autour du gouverneur qui parle qui lui, à son tour, responsabilise le FONER, je pense. Ouais. Ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, on se rendrait compte que tout le monde travaille tellement bien, mais en même temps, c'est la faute des autres. Des autres. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Aimons notre pays. Travaillons pour ce pays. Nous n'en avons pas deux. Ailleurs, nous sommes allés, ce n'est pas chez nous. Eux, ils le savent, nous aussi, nous le savons. Nul n'est mieux que je sois. Notre vrai pays, c'est la RDC. Et travaillons pour que la RDC... Professeur Pascaline, en fait, je ne sais pas si je me suis trompée. Kinshasa a connu une seule femme gouverneure, Madame Zouzou Ambombo Catherine. À l'époque, qui n'était pas de cette façon. Est-ce que on peut avoir une femme capable, qui peut se dire capable de diriger cette grande ville? Il y a des femmes congolaises très cet capables. Ben oui, c'est la maman qui balaye la maison, non? C'est la maman qui nettoie la maison. Et c'est ce que les gens ignorent, n'est-ce pas? Même, moi, j'ai toujours réfléchi, même la gestion de la salubrité dans cette ville de Kinshasa, donnez d'abord entre les mains d'une femme. Il y a des choses, parfois nous imitons de choses qui n'ont rien à voir avec notre essence. C'est ce qui fait que parfois nous tapons à côté. Faisons confiance en la femme. Je ne le dis pas parce que je suis moi femme, et ce ne serait pas mauvais de le dire parce que je le suis, mais je pense qu'il y a des femmes congolaises très compétentes, capables de changer la donne dans ce pays. Pas seulement dans cette ville, mais dans ce pays. Donc il faudrait que nous leur donnions la chance, si nous voulons voir... que les choses s'améliorent.
Mais en même temps, il y a aussi des hommes très capables qui peuvent mieux faire. Hein. Ce n'est pas que les femmes. Même les hommes, ils peuvent bien le faire. Nous sommes en train déjà de chuter. Madame, il s'est passé quelque chose en Tanzanie. D'ailleurs, celle qui est là-bas, c'est une femme, elle est présidente, son nom m'échappe un peu. Elle a eu à museler toute l'opposition. Elle est passée seule aux élections. La CENI avait proclamé les élections avec 93%. Les gens se sont demandé pourquoi une femme peut avoir un tel cœur. Au lieu d'apporter la bonne gestion, au lieu d'apporter l'équité, mais c'est le contraire. Qu'une mère puisse agir ainsi. Et d'ailleurs, avant les élections, elle est passée pour dire qu'il y aura la paix, rien que la paix. Et lorsqu'il y a eu revendication, soulèvement du peuple, je vous dis, il y a eu maintenant les TikTokers qui se sont levés pour imiter ce qu'elle disait, qu'il y aura la paix, rien que la paix. Elle a eu aussi emprisonné tous les TikTokers. L'ivresse du pouvoir. Voilà ma réponse. Et ça, ce n'est pas lié au genre. Hein. L'ivresse du pouvoir, c'est pas féminin, c'est pas masculin. C'est les cœurs de la personne humaine qui s'endurcit, et qui s'attache, n'est-ce pas, qui s'attache au matériel, qui s'attache au pouvoir. Tout passe. Il faudrait que nous ayons cette culture. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je n'y serai plus. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, que j'accepte que quelqu'un le fasse mieux que moi. C'est cela la vie, quoi. C'est cela la vie. C'est bien dommage que des choses comme ça continuent à se passer dans notre monde. Mais moi, je crois à un monde meilleur. Et c'est ce qui me pousse à agir tel que je le fais aujourd'hui. Le monde meilleur est possible. Un Congo meilleur est possible. Une ville de Kinshasa meilleure est possible. Mais travaillons. Travaillons correctement, soyons authentiques, aimons notre pays, notre ville, notre monde, et les choses iront. Je sais que d'aucuns diront, mais cette femme, quoi, elle est en train de nous prêcher. Je ne prêche pas. Je dis ce qui est. C'est la réalité. Parfois, nous sommes là, en l'air, n'est-ce pas, à tenir des grands discours qui, après, ne produisent rien. Revenons à notre réalité. Quel monde, quelle ville nous allons léguer à nos enfants? Moi, je suis toute malheureuse parce que le soir, je rentre chez moi, je ne sais pas prendre mes enfants pour qu'on fasse une promenade. Ils sont obligés de rester dans le quatre murs et ce n'est pas possible. Madame Pascaline, il y a ce qui se dit souvent, Colin à moi si Colin à Ndoki. Qu'en dites-vous? Non. Colin à moi si Colin à Ndoki. Ndoki azara moi si ton Ndoki azara moi si à reposer peu mon bal. Les mibali qui sont là, qui le disent. Bango baza bandokité. Ceux qui baza bandokité, pourquoi nous sommes dans cette situation? Vous voyez, non? Donc, Colin à moto, ça Colin à moto. Colin à Ndoki, ça Colin à Ndoki. Aza moi si aza mobali, je pense que c'est ça. Mobali azambet hôpital. Non, ce sont des stéréotypes. Mobali azambet hôpital ndengeni. Mobali azamuto azambet toté pour rire. Hein. Mais non, mobali c'est une personne. Ce sont parfois des images très dégradantes de la personne humaine. Il faudrait que l'on puisse revaloriser la personne humaine. Une personne en face de moi, mon alter ego, comme j'aime le dire, mérite le respect de ceci. Alors donc, il faudrait qu'on arrête à nous étiqueter mutuellement parce que ça nous rabaisse, n'est-ce pas? Donc, homme, femme, il nous créa, comme on dit, à son image et à sa ressemblance. Donc, je ne vois pas de grande différence. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Bien. Nous sommes femmes, nous aimons notre pays, nous travaillons pour notre pays, nous voulons que notre pays devienne meilleur. Et donc, je pense que les Congolais peuvent compter sur les femmes que nous sommes. Et nous, femmes, nous allons commencer par nous valoriser nous-mêmes. Nous allons
prendre avec nous les autres femmes et nous allons bâtir ce pays. Professeur Pascaline, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Ce n'est pas la première fois, non plus la dernière fois. D'accord, je prends bonne note. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous une dame, une élite, professeure Pascaline Pinding. On a eu à discuter sur la femme, sur l'apport de la femme. On ne peut pas toujours rester parler de la femme qu'au mois de mars. Non, non, non. Parler de la femme au mois de décembre n'est pas un sacrilège, mais encore un péché. Merci à Roni Manzila, merci à Aris Matondo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.